Bonjour, Bonsoir. bienvenue dans ce premier épisode d'Anthropotes, le podcast que vous avez attendu tout l'été. Et qu'on a attendu toute notre vie. C'est vrai. Alors pour ce premier épisode, on a choisi d'interroger et de problématiser le genre de l'anthropologue ou du sociologue sur le terrain. Anthropotes. Pour une socio-anthropologie de comptoir. Mais Jamy, c'est quoi le terrain ? Eh bien, Fred, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas une aire géographique. Mais non, contrairement aux physiciens, les sociologues et anthropologues ne récoltent pas leurs données de la nature. Mais ils font quoi? Ils les inventent? Non, ils les produisent. Ils ont besoin d'interaction ou d'observation pour pouvoir produire leurs données. Donc, un anthropologue ou un sociologue va venir coller de manière un peu insistante parfois des groupes de personnes pour les observer et parfois pour avoir des interactions. Et à partir des données qu'il produit, il va pouvoir les analyser et en faire des théories sociales. Bon, on va pas continuer tout le podcast en faisant C'est pas sorcier, je pense. Non, c'est vrai, allez. Un peu de sérieux. On a tout d'abord échangé avec notre amie Dixie, parce que c'est à partir de son témoignage que débute notre questionnement. Ce questionnement, on l'a poursuivi en faisant circuler un Google Form dans la communauté universitaire pour récolter pas mal de témoignages à propos du genre et du terrain. Dans la seconde partie de l'émission, vous entendrez le témoignage de la chercheuse Anne-Laure Maty, avec qui nous avons eu la chance de passer une après-midi certes caniculaire, mais très enrichissante. Avec elle, on a voulu s'interroger sur les terrains qui sont dits masculins. Et ça nous a aussi permis d'aborder plutôt le problème du syndrome de l'imposteur qui, je pense, est quand même assez répandu parmi les femmes dans la communauté universitaire. Alors aujourd'hui, dans notre studio, nous accueillons Dixie, que nous gavons de noix, alors que Dixie est allergique aux noix. Voilà, ça me pique un peu la bouche, mais tout va bien. J'espère pouvoir continuer à parler pendant toute la durée de l'interview. Moi, je m'appelle Dixie Rose, je suis étudiante en socio-anthropologie, je finis mon bachelier dans 2 semaines, si j'ai de la chance. J'ai 25 ans, je suis bruxelloise, et je me suis lancée dans ce bachelier parce que j'ai fait un voyage en Amérique latine pendant 2 ans, et que je pensais à la base, parce qu'on a souvent des mauvaises idées de ce qu'est l'anthropologie, que grâce à ça, je pourrais voyager partout et un peu retourner vivre au Guatemala, là où je vivais. Et lors de mon premier cours de séminaire en première année, avec un des assistants, je pense qu'il a demandé un peu quel était notre avis sur l'anthropologie à tous, qu'est-ce qu'on pensait que c'était. Et vous allez pouvoir vous moquer de moi, mais j'ai levé la main pour dire que c'était l'étude de petites populations exotiques ou vraiment quelque chose qui date. Donc voilà. Donc 4 ans plus tard, maintenant, je sais un peu mieux ce que c'est, mais c'est vrai que c'est pas évident, même quand on commence un bachelier, de savoir ce qu'est l'anthropologie. Pareil, je pensais que le terrain était une zone géographique. Moi, je pensais que c'était l'étude des êtres humains, mais plutôt de manière physique et raciste, du coup. Ben voilà, on avait tous des bonnes mentalités du 19e siècle, c'est sympa les filles. Alors Dixie, t'es notre invitée aujourd'hui parce qu'on avait eu un cours en commun de pratique de terrain de l'anthropologie. Ouais. Et tu nous avais fait part d'une anecdote de terrain que j'avais trouvée assez marquante. Et j'avais trouvé que c'était dommage qu'on n'en avait pas parlé plus en cours. Et alors du coup, c'est peut-être aussi pour ça qu'on fait cet épisode de podcast aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous refaire part de cette anecdote maintenant ? Bien sûr, mais je dois remettre un peu les bases de comment ça s'est passé. En fait, le cours, c'est un cours donné pour un peu apprendre à faire sa première enquête de terrain seul. Je pense que c'est un des premiers vrais cours qu'on a vraiment en individuel pour faire des enquêtes. Et on devait choisir un sujet en rapport à la pandémie. Et j'étais un peu à court d'idées, je le reconnais. Donc mes professeurs, enfin le professeur qui est en charge de ce cours ainsi que l'assistant, m'ont conseillé de faire ça parce que j'ai un chien que j'adore qui s'appelle Pedzi, 14 ans, magnifique, petit caniche. Je pense que c'est très très important de vous le mettre dans le contexte. Voilà, donc Pedzi c'est un peu le centre de ma vie durant cette pandémie. Et les profs qui ont vu que j'étais vraiment perdue au niveau des sujets que je pouvais explorer m'ont proposé de faire ça sur les balades canines. Voilà, on se doute pas que l'anthropologie peut permettre de faire vraiment tout et n'importe quoi, et dans ce cas-ci, n'importe quoi. Et donc j'ai décidé de réaliser mon terrain dans un parc qui est à côté de chez moi, qui est derrière un hôtel. C'est un parc assez fermé,
Et j'y allais tous les jours avec mon chien pour un peu observer les habitudes des gens, des promeneurs de chiens durant la pandémie. Et donc ça, c'est pour vous remettre le contexte. J'allais tous les jours, j'allais parfois le matin très tôt, parfois le soir très tard seule. C'est dans le quartier Louise, donc on est vraiment dans un quartier en principe plus safe, on va dire. Enfin, il y a tous ces magasins la journée, mais qui à ce moment-là étaient fermés. Mais bon, c'est quand même, c'est pas un quartier où il arrive grand-chose en principe, en tout cas de mon avis. Et un matin, j'étais partie à l'ouverture du parc pour dessiner des croquis. Donc j'étais seule avec mon chien, assise sur un banc. Le parc était plus ou moins vide. Il y avait des gens dans... Le parc est divisé en espèces de 2 pelouses. Et de mon côté, il n'y avait pas grand monde et je voulais que ce soit calme pour pouvoir dessiner tranquillement. Et là, un monsieur qui avait l'air, qui était tout à fait à la rue, vient s'asseoir à côté de moi et commence à me parler. Me demande pourquoi je dessine, ce que je fais là, dans un français un peu plus approximatif que ça. Et je me retrouve à avoir envie de parler avec lui parce que d'un autre côté, il avait l'air de dormir pas loin du parc, il avait peut-être plein d'informations à me donner sur comment ça se passait, est-ce qu'il y avait plus de monde depuis la pandémie ou quoi que ce soit. Donc je me suis retrouvée à clairement l'écouter, plus que ce que j'aurais fait d'habitude. Et au bout d'un moment de discussion pas hyper intéressante, parce que moi je continuais à dessiner, j'écoutais un peu d'une oreille distraite ce qu'il me disait, je me rends compte qu'il y a un mouvement assez répétitif du coin de mon œil. Et il faut savoir aussi, c'était à part le chien, qui est un élément très très important de ce récit, je suis quelqu'un qui m'habille de façon un peu... Enfin, ça n'a pas vraiment d'importance, mais pour vous dire, je suis quelqu'un qui m'habille de façon un peu légère, parfois. Et là, tout le monde va se jeter sur moi en disant « Mais la tenue n'a rien à voir », mais je vous mets juste le contexte. J'avais un décolleté à ce moment-là, et en fait, il était presque la tête dans mon décolleté, en train de se masturber. Ce qui m'a plutôt choquée. Mais vu que j'étais toute seule avec ce mec que je connaissais pas, qui avait l'air d'être un peu confus dans sa façon de parler, enfin, ça m'a fait super stresser. Au lieu de lui dire bah, arrête et de l'envoyer un peu péter, je me suis levée et j'ai décidé de sortir du parc pour mettre fin à cette petite séance porno qui s'octroyait de grand matin. Et je sais pas si vous voyez sur... je pense que j'ai oublié le nom de cette rue. C'est l'avenue de la Toison d'Or en fait. Mais en principe, il y a plein de magasins ouverts. Donc plein d'endroits pour se réfugier quand on a un souci comme ça. Mais à cause du confinement, tout était fermé. Et le monsieur a décidé de me suivre sur une centaine de mètres, jusqu'à la porte de Namur. Et il me parlait en me disant qu'il voulait me connaître, etc. Il allait me suivre jusque chez moi. Enfin, c'était dans un anglais français approximatif, mais on comprenait vraiment l'intention. Et moi, j'avais super peur. Et je suis arrivée porte de Namur. Et j'ai eu la chance de voir... Enfin, la chance. J'ai vu une voiture de police. Et là-dessus, il s'est arrêté, il m'a dit « I will find you soon » or « I will see you soon ». Enfin, il allait... Clairement, l'intention était de me revoir. C'était peut-être pas agressif, mais moi, je l'ai pris comme une menace. Et je suis rentrée chez moi et j'ai pleuré pendant 1 heure. mais c'est clair que c'était très choquant. Et en racontant cette anecdote en classe, d'abord, je l'ai racontée à mes professeurs pour expliquer ce qui s'était passé durant mon terrain. Malgré le fait que ce soit pas directement en lien avec le terrain, je pensais que c'était important de leur faire part du fait que ça m'était arrivé et que ça aurait pu arriver dans n'importe quel moment, mais que j'avais envie d'en parler. Et la première réaction de mes profs ont été un peu de me dire « Mais est-ce que vous êtes sûr que vous avez envie d'en parler devant tous les élèves ? Est-ce que c'est pas trop de l'intime ?» Et moi, j'ai l'impression que cette histoire-là, elle veut plus dire quelque chose sur lui que sur moi. C'est pas quelqu'un qui agresse quelqu'un, c'est lui le problème, c'était pas moi, c'est pas à moi à cacher ce qui s'est passé. Donc ça m'a un peu perturbée déjà à ce moment-là. Mais ils ont été très soutenants. Là n'était pas le souci, mais on avait une vision très différente des choses. Et j'ai quand même décidé de le partager à toute la classe quand on a présenté notre terrain et notre recherche. Et là, je me suis confrontée à un avis qui était tout à fait différent du mien et qui a un peu coupé court à la conversation. Mon avis était que le fait que j'étais une femme qui faisait une recherche anthropologique avait pu peut-être donner un biais, ou en tout cas avait pu donner une idée à ce garçon que j'étais quelqu'un d'ouvert et que j'avais envie d'aller vers lui. Parce que clairement, je lui ai parlé et j'étais intéressée par ce qu'il disait au départ. Et je pense que j'aurais pas été intéressée si j'avais pas été dans la démarche de faire une recherche sur ce terrain-là. Et du coup, mon avis était que le corps de la femme chercheuse était engagé de manière différente que le corps de l'homme chercheur. Enfin, si on est dans les choses très binaires, je vais le garder comme ça parce que sinon je vais me perdre. Et l'assistant qui est en charge de ce cours
m'a répondu qu'en fait tous les corps étaient engagés de la même manière, alors que, de mon avis, je ne connais pas le vôtre, mais c'est quand même bien différent d'être une femme sur un terrain qu'un homme. Bien sûr, il y a des biais des deux côtés, mais cette posture ouverte qu'on a peut amener à plusieurs biais. C'était le point de départ de notre réflexion, justement. Est-ce qu'on est engagé de la même manière en étant une femme anthropologue ou pas? Oui, aussi cette idée de la posture enfin, cette posture ouverte qu'on a, que on n'a pas forcément. Enfin, t'aurais pas forcément parlé à ce mec si tu faisais pas ce travail. Clairement Et pas. que cette posture ouverte, je pense, quand on est une femme, ou enfin, en restant très binaire aussi, et ça arrive pas que quand on est une femme, mais ça nous confronte aussi au biais de séduction, et puis après cette idée de danger qui peut arriver, parce que c'est clair, on se met clairement, on peut clairement se mettre en danger sur des terrains, et ça c'est quelque chose qu'on nous dit pas en fait en cours, que mais oui, on nous dit que c'est le propre de tous les anthropologues de s'engager sur le terrain de cette manière, mais après certains anthropologues sont beaucoup plus vulnérables que d'autres, et je pense que c'est important de le souligner, et aussi de décomplexer autour de ça, de rendre ça plus visible, pour pas en avoir, enfin, pour pas avoir peur, honte. quoi. Ouais, et pas Exactement. en avoir honte non plus, il faut en parler. Mais je pense que l'engagement du corps, je sais pas pour vous, mais c'est quelque chose dont on a énormément parlé en cours, mais de comment notre corps impacterait la recherche. Et dans l'autre sens, j'ai l'impression qu'on l'a moins fait. Comment la recherche impacterait notre corps, c'est quelque chose que j'ai moins vu et qui a peut-être fait défaut. Parce qu'on ne pense pas sur un terrain, surtout sur un terrain qu'on fait pour l'UNIF dans le cadre d'un bachelier, on ne pense pas qu'on peut se mettre en danger. Mais moi, j'ai fait un autre terrain sur la psychiatrie, dans un hôpital psychiatrique, qui était tout à fait interdit. D'ailleurs, si vous m'écoutez, désolé. Et je mettais en danger la position que j'avais à ce moment-là là-bas, parce que ça allait à l'encontre des règles. Donc c'est toutes des choses qui... J'ai l'impression qu'on les donne dans un sens, parce qu'on dit toujours, il faut faire attention, le corps va engendrer des biais, la façon d'être va engendrer des biais, mais on a rarement expliqué le fait que le terrain pouvait attaquer et pouvait être dangereux parce qu'on avait cette posture, justement. Moi, je trouve aussi que l'idée d'engendrer un biais, ça part aussi de l'idée que c'est quel corps qui s'engage. Si être une femme, ça engage un biais, ça veut juste dire que les seuls gens qui n'auraient pas de biais, ce seraient les hommes. Et alors que de toute façon, il y aura des biais, quoi qu'on fasse. Et je pense que ça rend la recherche riche, et qu'il n'y aura jamais de trucs purs, mais que les montrer et les pointer du doigt, ça peut beaucoup aider. Mais c'est vrai que l'idée que le terrain nous affecte, ça, c'est quelque chose dont on parle pas en cours, je trouve. Parce que, ouais, le terrain, on peut... Enfin, moi, j'ai déjà fait des cauchemars d'un terrain que j'avais fait. Je faisais un terrain au palais de justice, et j'avais vraiment envie d'intervenir à certains moments, quoi. Et quand je rentrais chez moi, j'étais bouleversée de ce qui s'était passé, de voir quelqu'un de mon âge qui était en prison avec des barons de la drogue, et l'entendre dire ça, ouais, c'est quelque chose qui nous affecte, mais c'est quelque chose qu'on peut pas trop mettre dans les papiers qu'on rend... dans nos travaux, mais on peut pas... Enfin, c'est quelque chose qui est pas intéressant de manière académique, alors que je le trouve tout à fait intéressant de parler de ça. Mhm. Mais clairement, là, dans le cadre de l'accident avec le monsieur fort motivé de grand matin, je sais pas comment l'appeler, ce qui s'est passé, si c'est une agression, si c'est... C'est un peu difficile de mettre des mots sur quelque chose qui est si banalisé, parce que j'ai l'impression, au-delà de la recherche en général, qu'on est tellement confronté en tant que femme tous les jours à des micro-agressions, des insultes, des remarques, même juste des bonjours mal placés, on va dire, que je me suis demandé si... Est-ce que je considérais ça comme une agression? Est-ce que j'allais voir la police? Et c'est aussi une des choses qui a peut-être pas été comprise par le professeur avec lequel je partais, qui me disait « Mais si vous avez vu la police, pourquoi vous n'avez pas été le voir ?» Mais pour moi, c'était tellement j'étais tellement choquée par ce qui venait de se passer, je m'y attendais tellement pas qu'en même temps, je me disais qu'est-ce que j'irais dire à la police, raconter mes petites histoires de culottes sales, enfin, ça me paraissait un peu particulier. Donc voilà, mais c'est vraiment toute cette idée de... Est-ce que c'est parce que j'étais une femme que j'étais là? Est-ce que c'est parce que j'étais une chercheuse à ce moment-là que ça m'est arrivé? Et alors, quels sont les risques qu'on peut prendre quand on va dans d'autres terrains? Moi, je suis encore très jeune, on va dire, dans la formation de la recherche. Je sais pas si je vais continuer là-dedans, mais je trouve que ça doit être hyper intéressant d'avoir plus de témoignages sur comment les choses se passent à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a beaucoup de soucis? Est-ce que les femmes engagent leur corps de façon dangereuse dans la recherche? Quels terrains sont plus dangereux que d'autres? Moi, c'est pas du coup, c'est pas par rapport vraiment au corps, vu que j'avais fait mon terrain, je l'avais fait sur Internet.
Et j'avais même pas utilisé des photos de moi ou quoi que ce soit. J'avais fait donc un autre profil. Et ça n'a pas empêché que je me sois sentie quand même un peu, pas en danger, mais j'étais pas à l'aise quand j'acceptais en fait tous les gens qui me demandaient en ami, je les acceptais, je m'étais dit bah, c'est super, comme ça je vais pouvoir lancer des discussions et comme ça je vais pouvoir parler, parce que je pensais que c'était des gens qui étaient sur les mêmes groupes que moi. Puis après je vois qu'ils commencent à repartager mes photos et puis après je commence un peu à regarder qui sont les profils des gens qui m'ont ajouté et je vois qu'ils partagent des vidéos pédopornographiques et des trucs pareils. Et là ça m'a un peu mis, je me suis dit ah ouais, internet c'est pas... Enfin, les terrains, en fait, tout le monde n'est pas gentil, quoi. Enfin, on a cette posture de dire ah, mais quand on a cette posture ouverte d'aller vers les gens et tout, j'ai l'impression qu'on se dit ah oui, mais les gens sont bien intentionnés et tout ça, alors que c'est pas le cas, en fait. Et que le monde change pas parce qu'on l'étudie de manière anthropologique, les gens ne deviennent pas tout d'un coup parce qu'ils sont des sujets gentils, en fait. Mais est-ce qu'ils deviennent plus méchants parce qu'on est plus ouvert? Ça, c'est aussi... Enfin, plus méchants, plus dangereux. Peut-être qu'on est plus vulnérable parce qu'on est plus ouvert aussi. Ouais, c'est ça qu'on peut se demander, le lien vraiment avec l'anthropologie. Est-ce que c'est un simple harcèlement de rue ou est-ce que c'est vraiment lié à ta posture Mais, enfin, clairement, mais on va revenir brièvement là-dessus, je pense que jamais je leur ai donné même l'heure à ce moment-là parce qu'ils venaient vachement confus, etc. Ça me dérange pas de parler avec des gens, mais quelqu'un comme ça qui est hyper tôt aussi bourré, je crois que c'est un peu compliqué. Donc je pense clairement que le fait que j'étais tout à fait ouverte et tout à fait disposée à l'écouter, lui poser des questions, ça m'a rendu plus vulnérable à ce moment-là. Mais en tant que femme, je pense qu'on est vulnérable à plein de moments aussi. Mais je pense que si on peut développer des mécanismes, enfin, par exemple, il y a des gens à qui tu vas pas répondre quand ils te disent bonjour ou des choses comme ça dans la rue, mais du coup, quand tu fais ta recherche anthropologique et tu as besoin de ces bonjours pour pouvoir produire des données et avoir des choses à analyser, ben là, ouais, on se met en danger parfois, quoi. En prévision de ce podcast, on a récolté des témoignages anonymes sur Google Forms de personnes du milieu académique qui nous ont parlé de leur expérience parce qu'on leur a demandé s'ils avaient rencontré, lors de leur terrain ou de leurs entretiens, des situations dans lesquelles leur corps a été impacté et a impacté les interactions et leurs recherches. Donc ici, c'est une femme qui nous dit « En fin de master, j'ai fait un terrain avec 2 autres garçons qui portaient sur un quartier spécifique où ont été sédentarisés des gens du voyage. Un entre-soi particulièrement fort, donc, et des situations de distance sociale extrême. C'est également un agrégat de communautés différentes qui ont en commun un patriarcat fort, la soumission des femmes et surtout une forte séparation des zones géographiques selon le genre. Les hommes dans la rue, les femmes dans la maison, mais aussi à des niveaux plus fins, genre les femmes dans certaines parties de la cuisine, les hommes s'occupent uniquement du feu, etc. Cette enquête était une enquête en sociologie qu'on a dû aborder avec un angle et des méthodes beaucoup plus ethnographiques, à cause de ces contraintes. C'était une enquête qui était menée dans le cadre d'une enquête collective sur le rapport des classes populaires aux institutions. Les entretiens étaient très difficiles à obtenir parce que ces hommes refusaient de parler avec une femme. On devait donc cruiser. Avec mes 2 collègues, ils négociaient l'entretien sans dire que je venais. Et je me pointais lors de l'entretien avec un air naïf, genre « Oh, ne vous l'avez pas dit ?» Chose intéressante, les enquêtés prêtaient plus souvent des qualités administratives et donc des rôles inquisiteurs aux garçons. Et finalement, avaient plus confiance en voyant que j'étais là. A l'inverse, pour les entretiens avec les femmes, j'étais la seule avec qui elles souhaitaient parler, notamment en raison du fait qu'elles ne voulaient pas embêter les garçons avec leurs histoires d'enfants, de ménage, etc. Un type avec qui on avait fait un entretien m'a ensuite harcelée pendant des semaines par SMS, quoiqu'aucune séduction n'ait réellement été en jeu au courant de l'entretien. Bah dis donc, si moi ça m'était arrivé, je pense que je me serais sentie vraiment super mal à l'aise. Heureusement que personne du parc à chiens ne m'a suivi par SMS. Oui, c'est ça, c'est l'idée que ton terrain ne te quitte pas. Au final, quand tu donnes ton numéro pour avoir un entretien, on peut toujours te parler encore te après, retrouver. Oui, ça a quand même pas l'air très très rigolo. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est aussi de voir qu'il y a un retournement de situation dans le terrain même, qu'elle passe d'être quelqu'un qui n'est pas voulu à quelqu'un qui est voulu. Mais il y a tout on subit aussi les stéréotypes et au final on peut en jouer, on en parle plus tard avec Anne-Laure, mais on peut tout à fait jouer des stéréotypes et là du coup subir les stéréotypes, mais après en jouer en ayant accès justement à ces entretiens avec les femmes qu'un homme n'aurait pas. Oui, non, c'est clair. Mais moi je me rappelle le premier terrain qu'on a fait avec un groupe de copines, on s'était intéressé au milieu des transformismes. Et justement, le fait d'être femme, quand on s'intéresse au milieu du transformisme et qu'on n'est pas du tout intégré dans la communauté LGBT.
Ouais, je pense que c'est ça. Voilà. Donc on essayait d'obtenir des interviews avec des transformistes, donc des drag queens. C'est plus vulgairement dit ça. Et clairement, il y avait cette espèce de barrière parce qu'on n'était pas des hommes, qu'on était encore moins des hommes intégrés dans cette communauté. Et vraiment, on nous a fermé beaucoup de portes avant que, grâce à la persévérance et au contact, on réussisse à entrer sur ce terrain. Mais là, clairement, je me suis dit, bon, bah, je pensais qu'être une femme, ça facilitait quand même les choses la plupart du temps, qu'on était considérés comme des gens bienveillants, gentils, qu'on allait nous accueillir partout. Et bam, là, on me disait carrément, vous rentrez pas, c'était dans une boîte gay à Bruxelles, et on était interdit de rentrer parce on était un groupe de 5 filles de 18 ans, ça les intéressait pas beaucoup. Donc ça peut arriver dans l'autre sens. Et c'est clair que c'est la première fois que je me suis dit, zut, je pensais que ça allait être super facile. Ouais, c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'en tant que femme, on est plus, on aura plus un rôle de la bonne confidente et qui sait écouter, etc. Mais dans mon année, il y avait tellement peu d'hommes, et j'ai l'impression que recueillir des témoignages, être l'oreille, c'était quelque chose de très féminin pour finir. Qu'être l'écoute, l'oreille, la confidente, comme tu dis, c'était quelque chose de typiquement féminin, alors que quand même, quand je vois nos professeurs, on a typiquement une grande majorité d'hommes, évidemment. Notre prof nous avait raconté parfois elle avait amené ses enfants et que ça aidait en fait aussi d'avoir le rôle de mère. Ça permet aussi peut-être d'obtenir, de mettre en confiance et de montrer qu'on fait partie de la communauté. C'est ce qu'elle disait et je trouvais ça hyper intéressant. Mais du coup, en final, ramener sa vie personnelle sur le terrain pour pouvoir obtenir des choses du terrain et jouer parfois aussi peut-être des stéréotypes de genre, mais voilà, ils sont là quoi. Non, je pense qu'il y a quelque chose de clairement très rassurant là-dedans. On avait aussi un professeur qui nous expliquait que son célibat dans le terrain l'avait complètement bloqué, mais qu'elle avait elle avait maintenu qu'elle était célibataire, alors que ça l'a bloquée dans beaucoup d'interactions, parce qu'elle ne pouvait pas sortir dehors le soir et des choses comme ça. Donc ramener ta vie personnelle, parfois ça peut être quelque chose qui va t'aider en plus, et parfois ça peut complètement te bloquer parce que t'es pas accueilli de la même façon si t'es une femme célibataire dans certaines communautés que si t'es une femme mariée. C'est incroyable les biais de sélection qu'on peut avoir quand on voit la fin de ce témoignage où quelqu'un l'a carrément harcelé pendant des semaines. Cette posture d'ouverture, elle peut amener à plein de biais comme de la drague en fait. Et c'est justement le sujet de notre prochain témoignage. Quel hasard. Quelle belle transition. La première enquête sociologique, c'est tout nouveau, on ne sait pas comment aborder les personnes pour trouver des enquêtés, comment bien interviewer, etc. Je cherchais des personnes, j'ai trouvé un homme d'une 20aine d'années, donc plus ou moins de mon âge. Le fait de l'aborder faisait qu'il pensait que je le draguais en mode « ouais, passe-moi ton numéro, c'est pour une enquête, etc. » Il pensait que je le draguais plutôt que je faisais une enquête. C'est pas une vraie enquête, c'est une manière de m'approcher. Ensuite, il a bien voulu faire un entretien avec moi et durant tout l'entretien, j'ai ressenti le biais de séduction parce que je sentais à sa manière de parler, sa façon de se comporter, il me lançait des regards, des petites piques. La seconde fois, c'est quand j'ai fait une enquête de terrain anthropologique sur la place de la femme dans le sport, dans les salles de sport et de musculation. Mon genre avait une place prédominante parce que souvent, la salle de sport et la partie de poids libre est vue comme étant faite pour les hommes et la partie de machine cardio pour les femmes. Moi, j'étais dans la partie poids libre où il y avait que des hommes et je me sentais vraiment pas à ma place. On sent les regards masculins, ils se demandent pourquoi il y a une fille dans cette partie-là. Le fait que, en tant que femme, je ne me sentais pas à ma place et je sentais le regard masculin porté sur moi. Il y avait aussi un jeune homme de mon âge qui est venu me voir en me disant « Je t'ai jamais vu ici, tu fais quoi ?» et qui m'a demandé mon numéro alors que j'avais rien demandé, j'étais tranquille. Mais moi, je trouve que ça pose un peu la question des terrains masculins, au final, d'être une femme et de faire un terrain masculin. Enfin, on en avait parlé en cours au moment, et je pense qu'un prof avait cité un auteur qui avait dit qu'au final, les femmes... d'une manière critique, hein, il avait dit ça justement, que cet auteur avait dit que les femmes devaient s'intéresser au care, donc tout au terrain féminin, parce qu'elles avaient un accès privilégié à ça. Et là, du coup, ça montre aussi c'est la dureté d'entrer sur un terrain masculin et des biais qui sont là, je trouve. Je me suis jamais sentie en danger. Enfin voilà, j'ai pas fait beaucoup de terrain, mais bref. Mais c'est vrai que à certains moments, je me suis dit que le fait que je m'intéresse et que je pose beaucoup de questions et tout, j'ai eu peur, moi, que les autres, mes interlocuteurs masculins, pensent que ce soit de la drague. Bah, du coup, ça me fait penser à quelque chose qui m'est arrivé dans une autre discipline. Quand j'étais plus jeune, moi, je faisais des études de photo en secondaire. Et pour un de nos cours, il fallait qu'on trouve des personnes avec des moustaches et qu'on les prenne en photo dans la rue. Ce qui me faisait un peu peur, c'était d'aller vers les gens et qui pensent que j'étais en train de les draguer. Et du coup, j'étais allée avec ma maman là-bas.
Et c'est ma maman qui allait chercher les gens et qui demandait aux moustachus que je les prenne en photo. Et c'était très particulier parce que ma maman a eu beaucoup de succès ce jour-là avec les moustachus. Mais moi, ça me terrorisait qu'on puisse penser que parce que j'étais une jeune femme, je sois dans une démarche de séduction vis-à-vis de la moustache. Et ça s'arrête là. Mais Ça a fait des beaux portraits. des moustaches incroyables. Moi, pour le premier entretien, je devais interviewer une seule personne. Et il est venu avec un ami. On était dans un bar et du coup, il voulait que je leur paye des verres. Du coup, je leur ai payé des verres. Du coup, ça a fini en grosse tournée et tout le monde était très saoul, sauf moi. Et c'était Enfin, ça m'a mis vraiment très mal à l'aise parce que je me sentais un peu obligée de leur donner quelque chose parce qu'eux, ils me donnaient de leur temps. Mais en même temps, l'alcool n'était pas vraiment la meilleure de mes idées parce qu'une fois que les gens sont saouls, ils disent pas des choses super intéressantes non plus. Donc c'était un peu compliqué. Mais je trouve ça intéressant pour le lien avec la posture ouverte, parce que moi aussi, dans les entretiens, je me rends compte, je dis jamais non. Ouais. Enfin, on m'avait proposé de boire un verre dans un entretien, on m'avait proposé de boire de l'alcool, mais j'avais pas envie, il était 15h de l'après-midi, j'avais pas envie de boire. Mais en même temps, t'es là, t'es ouverte, et dire non, ça... Ça ferme un peu la discussion, Ouais. je comprends. Et oui, clairement, moi, je leur aurais payé tout le bar s'ils voulaient. Il n'y avait pas de souci, j'étais prête. J'avais pas d'argent, mais ça y allait, quoi. On a payé les tournées. Et c'est clair et net que t'as pas envie de froisser la personne et t'as pas envie de perdre ce contact, mais quitte à parfois être dans des positions super inconfortables toi-même. Mais je pense que l'inconfort, c'est aussi quelque chose d'intéressant pour le chercheur, de comprendre d'où vient l'inconfort, et parfois aussi de mettre tes limites. Ça, c'est hyper important. Je pense que moi, en tant que jeune femme, toujours jeune maintenant, c'est apprendre à mettre des limites vis-à-vis d'inconnus, c'est quelque chose que je faisais pas du tout, et maintenant, j'arrive à dire non de plus en plus. Mais du coup, il n'y a pas que le genre qui influence ou qui crée des biais, enfin ce qu'on appelle des biais, il y a aussi l'orientation sexuelle, et il y avait un fragment, il y avait un témoignage qui était intéressant à ce sujet. Alors, lors de mon bachelier, on a réalisé une recherche sur le quartier gay LGBT+, de Bruxelles. Lors d'un entretien avec une personne haut placée qui gère la plupart du quartier, j'ai fait face à pas mal de remarques. « Ah, t'es une fille, c'est pour ça que tu bois de l'eau ?» Ou d'autres remarques contre les femmes en général et particulièrement les lesbiennes, du genre « Elles n'ont pas besoin de bar et ne demandent pas. » Alors que si, les bars lesbiens éphémères fonctionnent à merveille. Les femmes, elles n'ont pas besoin de faire comme nous, les gays. Faire des croisières et s'amuser. Elles préfèrent aller faire des randonnées entre copines, etc. Cela m'a rendu très mal à l'aise, mais nous a permis de mieux cerner notre problématique. Mais ouais, là, je trouve que ça revient aussi fort avec subir les stéréotypes d'une certaine... Enfin, on en parlait tout à l'heure, de subir les stéréotypes des enquêtés. Et puis, à la fin, je trouve que c'est super cool comme phrase de dire ça m'a rendu très mal à l'aise, mais ça m'a permis de mieux cerner notre problématique, parce que oui, être mal à l'aise et comprendre pourquoi ça marche pas, enfin, ça, c'est super riche au final. Une enquête qui marche pas, des entretiens qui fonctionnent pas, ils sont super riches. Je me souviens des premiers cours où on avait dû faire des entretiens, mais j'avais eu un entretien complètement raté, mais genre je pouvais expliquer très bien pourquoi il était complètement raté, et ça rendait l'analyse aussi très riche de se rendre compte que la position de chercheur, de la problématiser, de voir pourquoi ça fonctionnait pas. Je trouve que une enquête ratée, elle est pas ratée, quoi. Si t'arrives à bien traiter tes trucs, c'est pas raté. Donc clairement, mais même pas que le raté, le refus, tout ça, c'est à prendre en compte. Mais du coup, ça me refait penser à l'histoire de mon enquête sur les transformistes, où j'étais complètement pas à ma place parce que j'avais pas l'orientation sexuelle ou le genre qui était dominant à ce moment-là, et que jamais je me serais dit en tant que femme hétérosexuelle. Enfin, c'est quand même vachement... On est dans l'hétéronormativité, je l'ai dit. Et c'est clair et net que j'avais jamais réfléchi au fait que je pouvais être rejetée par rapport à ça. Enfin, rejetée non, mais difficilement acceptée. Et du coup, ça m'a appris aussi énormément de choses sur le terrain en tant que tel, parce que j'ai appris que c'était vraiment une famille, un groupe très très fermé, et des gens qui se protégeaient aussi vachement, parce qu'ils n'avaient pas envie d'inviter n'importe qui, parce qu'il y avait des risques aussi d'être jugés. Donc comme tu dis, ça m'a appris des choses sur le terrain que j'aurais pas pu apprendre si on m'avait pas dit « Bon, cocotte, c'est pas comme ça qu'on arrive dans notre club, il faut connaître des gens, quoi. » Et je pense aussi que c'est pas fixe. Enfin, là, on avait lu en préparation du podcast un article aussi. Et au final, cette identité de genre et d'orientation sexuelle, ça peut te bloquer, mais à certains moments, ça peut se négocier aussi. En restant avec les gens, tu peux te détacher de ce rôle qu'on t'a assigné
Et je pense que, enfin, je pense qu'il faut pas le voir forcément non plus comme une barrière. On peut jouer avec ça, on peut jouer avec tout ça. Et aussi, on peut voir que cette relation, elle peut évoluer à force de tisser les liens avec la confiance qu'on a avec les enquêtés et avec tout ça. Et je pense que c'est intéressant. Enfin, il faut pas se bloquer non plus et se dire. Non, clairement, c'est ce qui s'est passé. On a continué, on a contourné la barrière, on va dire, en rencontrant des gens qui connaissaient des gens dans ce milieu-là, mais c'est clair que ça pose des questions, parce que moi je pensais que j'allais arriver sur le terrain, les doigts dans le nez, ça allait bien se passer. Et c'était le premier refus que je prenais, de non, ça se passe pas comme ça. Et c'est aussi apprendre à jouer avec les codes de la population avec laquelle on a envie de travailler. Ce truc de se mouler un peu à la population qu'on étudie, enfin, en groupe avec lequel on va passer énormément de temps et qu'on va étudier, c'est hyper intéressant parce qu'on doit vraiment prendre plusieurs identités différentes, on doit un peu se morceler et essayer d'être le meilleur interlocuteur pour la personne, parce qu'on n'a pas envie que ça bloque les gens, donc cacher certaines choses sur soi ou mettre d'autres choses en avant, comme tu disais avec l'autre professeur qui avait emmené ses enfants. Donc il y a vraiment toute cette idée que l'image de l'anthropologue, on est plusieurs, parce qu'on doit avoir toutes ces identités différentes. Et moi, ce que je me demande toujours, mais c'est peut-être une question un peu de début de parcours, mais c'est quelle est la limite entre la personne que je suis et qui est juste curieuse, en fait, et l'anthropologue qui fait une vraie recherche. Quand est-ce qu'on passe d'un terrain, d'une ethnographie, à un journal intime ? C'est un peu cette limite-là qui, moi, me perturbe aussi énormément. Mais qui sûrement s'apprend avec l'expérience et avec le temps, mais je me dis toujours, est-ce qu'on a vraiment envie de lire mes balades dans un parc avec mon chien ? Ouais, et qui fait que souvent aussi l'anthropologie n'est pas du tout prise au sérieux. Non, clairement. Il y a encore un sujet qu'on voulait aborder, c'était la répartition du travail. Nous, on est toutes les trois étudiantes, et c'est quelque chose que je pense qui est intéressant de mettre en avant, qui n'est pas toujours pensé. Mais parfois, il y a certaines tâches dans les travaux de groupe qui sont plutôt attribuées à certaines femmes, qui sont plutôt attribuées à des femmes, en fait. Et il y avait un témoignage là-dessus. Lors d'une enquête collective dans le cadre de mon master, mon collègue, un homme cis hétéro blanc 26 ans, et moi, une femme cis hétéro blanche de 24 ans, avons réalisé un entretien semi-directif avec un homme blanc, la trentaine, à la tête d'une entreprise, et une stagiaire femme d'environ 20 ans. Le travail avait déjà commencé depuis 2 mois, mais c'était notre premier entretien ensemble. J'ai pas vraiment tilté sur le coup, mais c'est moi qui ai retranscrit l'heure et demie que nous avions passée tous les 4, et j'ai vraiment été très énervée au bout d'un moment. Mon collègue menait plutôt l'entretien et je prenais des notes, mais lorsque je posais une question, je n'avais jamais le temps de la terminer. Ma parole systématiquement coupée par mon collègue ou l'homme entretenu, contrairement à mon collègue masculin. Le temps de parole de la stagiaire se limite à 4 minutes 36 secondes, mais peut aussi être expliqué par son statut dans l'entreprise. À la fin de l'entretien, constatant le fait qu'elle ait peu parlé, je lui pose quelques questions complémentaires. Les 2 hommes discutent entre eux et se marrent sans porter aucun intérêt à un entretien qui pourtant n'est pas terminé. C'est pas grand-chose, c'est loin d'être ce qui peut arriver de pire, mais c'est rageant, terriblement rageant. Ça me fait penser à quelque chose qui nous est arrivé et qu'on n'avait même pas remarqué au départ. C'est incroyable à quel point parfois on est un peu aveugle par rapport à ce qui se passe. Mais pour notre travail de recherche, chacun avait plusieurs entretiens à retranscrire et chacun faisait son propre travail. Mais en ce qui concernait tout le côté administratif, c'est-à-dire communiquer avec les professeurs, répondre aux mails, la mise en page, enfin vraiment le petit travail à côté, c'est le mec qui était avec nous dans le groupe, le seul homme du groupe, qui nous a dit à un moment, mais en fait, à la fin du travail, il nous a dit, mais en fait, vous avez pris toutes ces tâches-là, parce que moi, je le faisais pas, alors est-ce que vous les avez prises et moi, je l'ai pas fait, ou est-ce que je le faisais pas, du coup, vous les avez prises en charge ? Et là, on s'est rendu compte que même si tout notre travail était de déconstruire le genre et de déconstruire les rôles imposés pour les doctorantes femmes et les doctorants masculins, eh ben, on était tout à fait dans ces mêmes choses, on reproduisait exactement la même chose, et sans s'en rendre compte, donc c'est fou qu'on peut étudier quelque chose et avoir le nez dessus et faire exactement la même chose sur le côté, parce que c'est vraiment des habitudes, enfin... Moi, dans les travaux de groupe, j'essaie de faire quand même attention, parce que je m'en suis rendu compte, en fait, et j'ai dit, la mise en page, c'est pas une fille qui le fait, c'est pas possible, c'est toujours comme ça, quoi, enfin, c'est... Mais c'est très intériorisé, mais... Et aussi l'idée organisationnelle de fixer les rendez-vous et exactement. Tout ça. Si on le pointe du doigt, je pense que c'est pas un problème, juste que ce soit plus équitable, mais en fait, c'est toutes les tâches chiantes à faire, quoi. Ouais. C'est vraiment juste des trucs vraiment nuls, quoi. Mais je me demande ce qui fait qu'on a l'impression
Ouais, c'est un peu qui est venu en premier, l'œuf ou la poule, hein, mais pourquoi on va directement vers ces tâches-là? Est-ce qu'on nous a dit depuis toute jeune que nous, on était hyper doués pour organiser les trucs et les mecs étaient... Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à s'imposer ces tâches-là alors qu'on fait des études quand même qui sont dirigées vers déconstruire toutes ces idées-là et comprendre? Ça, moi, ça me perturbe un peu, mais c'est super intéressant, quand même. Alors, on va conclure en parlant d'accès au terrain. Est-ce que les femmes doivent s'intéresser aux femmes? Mais voilà, ça, on en parlait il y a quelques minutes. Des terrains qui sont spécifiques aux femmes et aux hommes. Et est-ce qu'on doit rester vraiment dans cette division de terrains spécifiques hommes-femmes? Je pense qu'on a des facilités à certains moments, mais comme on le disait, être mal à l'aise à certains endroits, c'est super riche. Fatigant aussi, mais oui, riche. Et justement, notre deuxième invitée, Anne-Laure Maty, a fait sa recherche dans un terrain typiquement masculin qui est l'abattoir. Et maintenant, on va remercier quand même Dixie d'avoir été cette super première invitée qui nous a tellement aidé pour réaliser ce premier podcast, qui nous a même fait de la promo. Que demander de plus? Merci Dixie. Bah, merci à vous, j'étais super contente de venir et c'est vraiment super intéressant, j'ai hâte de l'écouter. C'était un plaisir. Alors, sous 35 degrés, dans une pièce absolument pas aérée et sans ventilateur, nous accueillons Anne-Laure. Bonjour les filles. Bonjour. Heureusement, on a de la limonade pour nous désaltérer et des bons petits cakes salés. Et un kick au citron. Ouais, je dois dire qu'on est quand même vachement bien reçus chez Entre Potes, quoi. Alors Anne-Laure, qui es-tu? Alors, je suis chercheuse en sciences sociales. Je fais partie d'un labo de recherche à l'ULB en sociologie du travail qui s'appelle Métis. Et j'étudie plus spécifiquement les abattoirs et le secteur de la viande. Un peu creepy, mais c'est intéressant, vous allez voir. Et j'étudie plus spécifiquement l'impact des normes de bien-être animal sur l'organisation du travail. Alors, je ne suis pas une grande spécialiste de l'enquête de terrain, c'est ce qui vous occupe ici, mais moi, j'ai plutôt un bagage quantitatif. Mais donc voilà, j'ai fait mes premiers entretiens il y a 1 an, donc je pense que j'ai aussi beaucoup à apprendre de votre podcast. Déjà, peut-être qu'il faut savoir sur les abattoirs et le milieu de la viande en général, qui est un milieu très très particulier, c'est que c'est un milieu très masculin. J'ai cherché des chiffres pour vous, du coup, en gros, 70% de l'emploi dans les abattoirs est masculin. Et encore, j'inclus le secteur de la volaille, qui lui est un secteur plutôt féminin, c'est-à-dire qu'on trouve des femmes dans les abattoirs de volaille. Mais c'est pas compliqué, sur les 2 abattoirs bovins que j'ai visités, j'ai pas vu une seule femme sur la chaîne de production, donc c'est-à-dire sur la chaîne d'abattage. Alors on trouve des femmes dans les abattoirs quand même, mais elles sont à des postes administratifs, donc elles sont au secrétariat, elles sont dans les ressources humaines ou au service qualité, ce qui est plus un service d'inspection. Mais voilà, on les trouve pas dans un travail ouvrier, en tout cas dans le secteur bovin et porcin. Et alors évidemment, elles sont jamais gérantes d'abattoir ou patronnes, quoi. Donc ça, c'est quand même c'est intéressant, mais je pense que ma contribution à votre projet est plutôt autre. Si je ne me trompe pas, ce qui vous intéresse, c'est plutôt de savoir comment les rapports de genre se sont manifestés sur le terrain. Et du coup, j'ai réfléchi à la question de comment le rapport de genre m'a permis d'accéder à mon terrain de recherche. Parmi les chercheurs qui sont intéressés aux abattoirs, et je le répète, c'est un milieu très particulier. Il faut savoir que c'est une activité qui est très cachée, donc c'est un milieu qui n'est pas facilement accessible. D'ailleurs, il y a peu de gens, je pense, qui savent dire où est l'abattoir le plus proche de chez eux. Anderlecht, ici, étant une super exception, on ne trouve plus des abattoirs en centre-ville, comme il y a ici à Bruxelles. Donc, quand on est face à un milieu caché comme ça, pour aborder ce genre de terrain en sociaux ou en sciences sociales en général, une pratique courante, c'est l'observation participante sous couverture d'un contrat ouvrier. Alors l'abattoir, c'est génial parce que c'est un métier en pénurie. Ouvrier d'abattoir, c'est un métier en pénurie, donc c'est très facile de trouver un job en abattoir. Et en plus, il ne faut pas vraiment de qualification. Donc voilà, si un chercheur veut rapidement percer le terrain, le bon moyen, c'est de faire de l'observation participante undercover, comme on dit. Sauf qu'en fait, je constate que c'est une stratégie qui est employée exclusivement par des mecs. Toutes les femmes qui sont intéressées au sujet des abattoirs s'y sont pas prises comme ça. Donc je pense à Séverin Muller en France, Timothy Pachira aux États-Unis, qui eux ont travaillé undercover, mais nous les femmes, on s'y prend autrement. Donc c'est ça que je vais partager
avec vous dans mon témoignage. Une autre stratégie qu'on utilise la plus en sociologie du travail pour étudier ce genre de terrain très ouvrier, c'est de contacter les syndicats et d'établir des relations de confiance avec les syndicats, leur dire je m'intéresse aux conditions d'emploi, conditions de travail, ça vous intéresse aussi, on peut trouver un terrain d'entente. Et du coup, tisser des relations de confiance, ils nous mettent en contact avec des ouvriers et progressivement, on peut imprégner le terrain, quoi. Sauf qu'en fait, les abattoirs, c'est un milieu qui n'est pas du tout collectivement organisé, et donc ça n'a pas trop marché. Et en plus, j'ai senti de la méfiance de la part des syndicats quand je parlais de mon terrain, et du coup, je voulais pas trop faire de forcing. Donc là, je peux pas dire que c'est lié au genre, je suis pas convaincue que ça soit lié à ça. Mais du coup, j'ai pas osé j'ai pas osé m'affirmer, en fait. Et ça, c'est peut-être lié à mon genre, pour le coup. Donc j'ai tenté la voie administrative. Je ne sais pas si vous connaissez l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, l'AFSCA. Ah oui, qui nous embête beaucoup par moment. Ben voilà, en fait, ils sont très présents. Enfin, l'AFSCA est très présente dans les abattoirs. Ils mandatent des vétérinaires pour contrôler l'hygiène, entre autres. Et je me suis dit que voilà, c'était des fonctionnaires, des gens qui partagent le même niveau d'éducation que moi. Peut-être qu'on pourra s'entendre plus facilement qu'avec un syndicat. Donc j'ai tenté cette voie-là, sauf qu'en fait ça n'a pas marché non plus. Et là j'ai une super anecdote. C'était ma toute première réunion, je construisais le projet de recherche. Comme je vous disais, je n'étais pas du tout familière du terrain. Moi je suis plutôt derrière mon ordi, derrière des chiffres et tout ça. Et là je me retrouve à une réunion à l'AFSCA avec 5 mecs. Et je sais pas, ils étaient complètement surpris que je veuille faire une recherche sur les abattoirs. Et il y en a un qui me dit vous avez pas peur du sang quand même? J'avais envie de lui dire mais mec, je saigne tous les mois, enfin qu'est-ce que tu veux qu'on en parle ou... Bon, alors évidemment j'ai pas dit ça, mais ça m'a quand même traversé l'esprit. Je suis convaincue qu'il n'aurait jamais fait cette remarque à un chercheur, par exemple. Il l'a fait parce que j'étais chercheuse, quoi. Et donc de nouveau, même si le rapport de genre il n'intervenait pas au départ, il est devenu prépondérant dans cet accès au terrain, quoi. On me fermait les portes et je sentais que c'était parce que j'étais une femme, quoi. Donc je me suis dit à un moment donné, ok, il va falloir complètement changer de stratégie, et je me suis demandé si je pouvais pas utiliser les rapports de domination pour intégrer le terrain. Et ça a vachement bien marché. Donc j'ai utilisé des caractéristiques qui sont traditionnellement attribuées au genre féminin pour pouvoir entrer sur le terrain, quoi. Donc je suis rentrée à fond dans mon rôle de femme, et c'est peut-être la magie féminine, j'en sais rien, mais voilà, j'ai su tisser des liens de confiance, mais en jouant franc jeu. Donc je suis allée voir le patronat, tout simplement. Je suis allée voir les patrons d'abattoirs et je leur ai dit, j'ai pas caché l'objet de ma recherche. Je dis voilà, je m'intéresse au bien-être animal en abattoir, je sais que c'est un sujet sensible, mais voilà. Est-ce que vous m'accordez un entretien? Donc d'abord je fais un entretien avec le patron, ça m'est arrivé 2 fois donc. Et puis au final ça se poursuit par une visite dans l'abattoir. Mais alors voilà, en entretien, on joue un peu les ingénus qui comprennent pas tout. Mais au final ça marche bien parce que du coup ils se disent ça va, elle est pas trop dangereuse, quoi. C'est pas elle qui va venir poster des vidéos ou des photos dans la presse, quoi. Et puis voilà, à force la confiance se tisse et donc on peut ramener un rapport plus égalitaire et je peux de plus en plus m'affirmer pour obtenir des informations intéressantes, quoi. Parce que c'est un truc qu'on peut dire aussi, on peut dire oui mais du coup il y a un énorme biais, ils savent que t'es chercheuse, en plus t'es une femme, du coup ils te racontent ce qu'ils veulent, quoi, en fait. S'ils veulent te cacher des choses, ils te les cachent. J'ai envie de dire, faut pas croire, hein, les chercheurs qui vont undercover dans les abattoirs, ils se font vite griller, hein, ils viennent de milieux ultra intellectuels, ils se retrouvent projetés dans un milieu ouvrier auquel ils n'ont pas du tout socialisé, ils sont embauchés tout d'un coup pour tuer des animaux de manière systématique. C'est pas une socialisation qui se fait en un jour, et au bout de 2-3 heures, en général, ils sont démasqués, on sait qu'ils sont là pour écrire un livre, quoi. Je voulais juste savoir le choix de justement pas faire undercover. Qu'est-ce qui t'a poussé à ne pas le faire? Je vais être honnête, hein, je suis pas quelqu'un d'hyper courageux. Moi, je me voyais pas entrer dans les abattoirs undercover et me dire je vais aller tuer des animaux pendant 4 mois pour étudier le terrain. Et je pense qu'il y avait d'une part aussi ce truc, je serais juste pas crédible, quoi. J'ai absolument pas de force dans les bras. Voilà, j'ai pas la carrure pour faire ce genre de job, et je pense que même si le métier est en pénurie, sincèrement, je pense qu'il m'aurait rayonné si j'avais été postulée, quoi.
Donc voilà, c'était plutôt un choix par manque de courage, peut-être. Ouais. Et pour des raisons physiques aussi, Ouais. donc c'est quand même difficile. Ouais, bien sûr, c'est un métier super dur physiquement, et puis moralement aussi, il faut quand même tenir le coup. Faut accepter de faire ce job, et c'est pas quelque chose pour lequel je me sentais apte, clairement. Ouais, mais je me demandais si le fait que, comme tu disais, que c'est surtout des hommes qui font ce choix-là d'être undercover, je me demandais à quoi c'était lié. Si est-ce que les femmes ont intégré qu'il faut être honnête, ou est-ce que c'est justement par hasard, parce que c'est compliqué, parce que pour telle ou telle raison, que ce soit des raisons pratiques ou... Ah, c'est une question intéressante. Je pense que... Bon, alors c'est une hypothèse que je fais, mais j'ai l'impression que chez ces hommes, il y a peut-être... Enfin, chez ces chercheurs, en tout cas, il y a peut-être la volonté d'intégrer très rapidement le terrain, de manière un peu impatiente, et de se dire... on n'a pas envie de tester plusieurs voies, quoi. On veut une voie directe qui marche, et on veut entrer vite. Et c'est aussi lié au contexte, hein. Je veux dire, la recherche, maintenant, elle se fait vite, quoi. Donc, quand on n'a pas accès au terrain, ça devient très vite stressant pour un chercheur. Et peut-être que du coup, les mecs sont plus rentre-dedans à ce niveau-là. Mais par contre, ils sont tout aussi honnêtes. C'est-à-dire que très vite, ils tissent des liens avec leurs collègues, même undercover. Et voilà, je vous invite vraiment à lire les travaux de Séverin Muller et Timothy Pachera, qui sont super intéressants. On sent dans leur ethnographie qu'il y a une relation de confiance qui s'établit avec leurs collègues, et à la fin ils finissent par leur dire « ouais, mais en fait je suis là pour écrire un livre », et voilà, et très vite le rapport redevient honnête quelque part, quoi. Et au niveau du choix de ton terrain, parce que parfois en cours on voyait des grands auteurs qui disaient que les femmes devaient s'intéresser aux femmes, au care ou au secteur où on avait un accès privilégié, et je me demandais ce que toi t'en pensais, et vu que c'est quand même un terrain assez masculin, j'imagine que tu vas pas dans ce sens-là, mais... Ouais, effectivement, c'est un peu ce que je disais dans mon témoignage. Je trouve qu'on adopte des stratégies différentes qui nous amènent au final tout autant d'informations qu'un mec qui vient undercover et qui se fait griller après 3 jours, quoi. Je veux dire, au final, on en est au même stade. On a juste employé des moyens différents, mais on est de toute façon, à un moment donné, catalogué en tant que chercheur ou en tant que journaliste, parce qu'il y a aussi beaucoup de journalistes qui se font passer pour des ouvriers pour pouvoir écrire un livre après. Donc non, évidemment, je suis pas du tout d'accord avec cette affirmation. Je pense qu'on peut amener autre chose. Voilà, c'est forcément une autre perspective. Et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, je pense, parce que je me demande, mais ça serait intéressant de voir, je me demande dans quelle mesure les personnes se livrent différemment à une femme plutôt qu'à un homme. Mais clairement, on avait une discussion en off tout à l'heure sur le rapport de séduction, etc., qui venait se mettre en entretien semi-directif. C'est vrai, en fait, quand j'y repense, le premier entretien que j'ai fait avec un gérant d'abattoir, déjà, il avait un calendrier juste à côté de son bureau avec des femmes à poil, quoi. Je veux dire, je vous dis, l'humour d'abattoir, c'est un truc très cru, quoi. Et donc voilà, il y avait une nana qui était là, et alors tout de suite, il se vantait parce que voilà, il y avait une petite nana qui était là dès qu'il y a quelqu'un qui rentrait dans le bureau, et il était là, mademoiselle est chercheuse, donc voilà, il y a un peu de show-off de sa part, mais je pense que du coup, il est moins attentif, peut-être qu'il parle plus facilement que si c'était un mec, ça le ferait chier, il irait peut-être plus vite, j'en sais rien. Tout ça, c'est des hypothèses que je fais, mais je pense que les femmes ont tout intérêt justement à intégrer les milieux masculins et à utiliser les rapports de domination comme je l'ai fait pour obtenir de l'info, quoi. Ça marche. Au niveau de l'humour, j'ai l'impression que c'est souvent aussi une bonne stratégie pour aborder les gens, et ça dédramatise beaucoup les situations. Mais après, je sais pas si une énorme blague bien beauf et bien sexiste me mettrait vraiment à l'aise pour un entretien. Ouais, du coup, en fait, moi je le sens pas. Bon, alors j'utilise beaucoup l'humour en cours, par exemple. J'essaie de dédramatiser à fond les stats, tout ça. Mais en entretien, c'est vrai que j'ai plus difficile avec ça. Je
Je crois que c'est peut-être parce que j'ai pas encore beaucoup d'expérience et du coup je suis un peu stressée, je m'attache fort à ma grille d'entretien et il faut garder le cap, je viens pour obtenir certains types d'informations et donc il faut que... Et du coup ça m'empêche un peu de lâcher prise. Mais je pense que ça va venir. Déjà dans les derniers entretiens, je sentais que ça venait plus facilement, quoi. Mais par contre, ouais, j'ai vraiment cette chance de travailler dans un milieu où il y a beaucoup d'humour et du coup... où en fait c'est l'interviewé qui amène ça. Et c'est très chouette aussi. Mais c'est vrai que c'est une bonne technique pour détendre l'atmosphère et faire une blague. Après, je me demande du coup dans quelle mesure hommes et femmes sont plus à l'aise avec ça et de jouer cette carte humoristique. Parce que pour avoir de l'humour, il faut aussi avoir suffisamment de confiance en soi et d'estime de soi. Donc c'est aussi très lié au rapport de genre, pour revenir sur le sujet. Mais la question de la légitimité aussi, je trouve qu'elle est importante. Et parfois pour les rapports de genre aussi, de se dire au final... qu'est-ce que je fais là et qui est-ce que je suis pour mener cet entretien? Qui sommes-nous pour faire un podcast? Tout à fait, sans s'excuser de ne pas maîtriser tous les termes. Mais ça, j'avais l'impression, en tout cas, dans les retours qu'on avait eus sur les travaux de terrain, qu'il y avait souvent cette question de « je me sens pas légitime là où je suis » et que c'était surtout des femmes, du coup, qui disaient ça. Excellent. Et que... Enfin, pas excellent, mais super intéressant. J'ai l'impression que cette question de la légitimité se pose beaucoup moins pour les hommes, en tout cas dans les témoignages que j'ai pu entendre. Et moi, je trouve que la question de la légitimité, elle est clairement à creuser, parce qu'elle est légitime. Ouais, mais c'est super intéressant ce que tu dis, et moi, j'ai toujours questionné ma légitimité en tant que chercheuse, mais pas en tant que femme. Et là, tu viens de m'amener une nouvelle info qui est, en fait, les hommes, ils se posent pas du tout cette question de la légitimité. Et voilà, de nouveau, tu m'éclaires encore sur des rapports de genre dont je n'ai pas conscience, quoi. Donc c'est super intéressant. Et j'ai envie de dire, maintenant, je me sens légitime sur mon terrain, même si... alors moi, j'ai une socialisation pas du tout ouvrière, donc c'est plutôt paysanne éventuellement, mais pas du tout ouvrière. Et en plus je suis une femme dans un milieu d'hommes, donc clairement la double frontière à franchir pour s'intéresser à ce terrain, mais pourtant maintenant je me sens légitime. Premièrement parce que j'ai beaucoup lu sur le sujet, je me suis renseignée, je pense que j'en connais un rayon maintenant, mais aussi parce qu'en fait pourquoi il faut être légitime, c'est quoi la légitimité? En fait, si tu as la volonté de comprendre quelque chose et que tu es curieux par rapport à quelque chose, ça devrait suffire à te rendre crédible, quoi. Et tu pourrais arriver quelque part et même ne pas t'être intéressé du tout à quelque chose et juste dire en fait, j'ai envie de comprendre. Et c'est ce que Becker a fait quand il s'est intéressé au milieu des médecins et des étudiants en médecine. Il le dit lui-même, j'y connaissais rien, je savais même pas combien d'années il fallait pour étudier la médecine aux États-Unis, quoi. Et voilà, il est juste arrivé, et il était curieux, et ça lui a donné toute sa légitimité, et il a fait une super bonne recherche, quoi. Donc à un moment donné, il faut arrêter de se dire aussi, ouais, pour être légitime, il faut travailler, il faut être expert, il faut être blablabla. Ben non, en fait, il faut juste être intéressé, et ça suffit, quoi. Je pense. Si ça peut émanciper des gens d'entendre ça, faites-le, quoi. Moi, ça me fait du bien d'entendre ça. Ah ben voilà, c'est super. Tant mieux. C'est ça aussi l'idée du podcast, c'est qu'on parte pas dans des gros débats théoriques sur qu'est-ce que c'est l'habitude de Bourdieu, est-ce qu'il avait raison, est-ce qu'il avait tort. Ce genre de débat, c'est un truc que je trouve vraiment réservé aux mecs, et c'est un truc d'ego, où on aime bien s'écouter soi-même, et parler de trucs qu'on maîtrise à moitié, et on fait des blagues dessus, alors qu'une fois que tu l'entends, et que toi t'es informé sur le sujet, tu te rends compte à quel point c'est un petit combat de coq qui est du vent, en fait. Et ça, je trouve que c'est vachement genré. Et j'avais besoin de ce podcast pour avoir des débats qui n'allaient pas retourner, ou des conversations qui n'allaient pas tourner autour d'un truc théorique où on doit faire semblant d'être un expert alors qu'on l'est pas, pour faire le malin. Exactement, et je pense que tu as totalement raison. Alors voilà, moi je vais le dire, et je vais même le dire publiquement. J'ai jamais lu Bourdieu et je fais de la recherche en socio du travail. Voilà, c'est dit. C'est assumé. Voilà, bon, parce que je suis pas sociologue, donc je peux le dire. Mais je trouve aussi que ces combats théoriques, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors bon, on a des chercheurs dans notre centre qui kiffent ça à mort, et on a un peu de plaisir à les écouter quand même. Mais effectivement, il y a un moment donné, c'est chiant, quoi. Et puis c'est pas compréhensible pour le commun des mortels. Je pense qu'à un moment donné, la sociologie, elle a aussi une responsabilité.
vis-à-vis de ceux qu'elle étudie, c'est-à-dire de rendre ses recherches un peu intelligibles, quoi. Et je crois que du coup, la vulgarisation, c'est 100 fois mieux, partir du terrain, c'est 100 fois mieux, et voilà, et c'est une statisticienne qui dit ça, hein, mais je pense que c'est... Ouais, enfin, voilà. Je trouve que votre projet est super, et c'est ça qui va faire que ça va devenir plus accessible aussi, quoi, parce que Bourdieu, on va pas se mentir, c'est... Voilà, quoi. Enfin, faut se le taper, je veux dire, c'est... Ou alors c'est peut-être de nouveau, c'est peut-être parce que je suis une femme que je dis ça et que je me suis dit ça a toujours été inaccessible parce que des mecs ont rendu ça inaccessible, j'en sais rien. Non, allez, j'ai quand même essayé de lire un peu, mais c'était compliqué, quoi. Moi j'ai une question pour revenir au sujet du genre et par rapport aux statistiques. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc très genré où beaucoup de filles disent qu'elles sont nulles en maths et qu'elles ne s'accrochent pas? Alors, c'est génial que tu poses cette question. J'ai eu une étudiante hier en cours particulier, parce que du coup, je donne des cours particuliers, je fais ma petite pub en même temps, hein. À des étudiants. Et en fait, donc elle était étudiante en logo, on papotait sur la question des maths, justement. Pourquoi les gens ont peur des maths. Alors, j'ai jamais vraiment cherché, mais j'aimerais bien comprendre pourquoi les gens ont peur des maths, parce que je suis sûre que c'est socialisé, pour le coup. Je pense pas que on soit câblé pour pas maths, quoi. Je veux dire, ça, j'y crois pas. Mais du coup, elle me disait non, mais en fait, par contre, c'est super genré. Les maths et les filles, c'est compliqué, quoi. En tout cas, elles ont plus peur des maths que les garçons. Et je sais plus, elle évoquait une étude qui avait été faite où elle disait on demandait à un groupe de filles de recopier un dessin ou à un groupe de filles de recopier une forme géométrique, et en fait elles recopiaient beaucoup plus mal la forme géométrique que le dessin, juste parce qu'elles avaient vu forme géométrique. Et je me dis mais d'où ça vient ça et pourquoi, et en fait je suis pas sûre parce que autour de moi j'ai beaucoup de filles qui ont fait des maths, qui sont ingénieurs, etc. Mais de nouveau c'est un énorme biais parce que moi j'ai pas peur des maths, mais effectivement en fait si je dois être très honnête, parmi mes étudiants particuliers que j'ai, et c'était mon job étudiant déjà quand j'étais en master, je n'ai eu que des filles, j'ai eu un garçon, quoi. Donc ouais, il y a clairement un problème de genre et de maths que j'essaye du coup d'envoyer valdinguer avec mes étudiants, quoi. Quand ils me disent non mais en fait moi j'étais nulle en maths en secondaire, c'est bon. Ok, on oublie ça, c'est pas grave. Ici, tu dois juste savoir additionner, diviser, multiplier. Je crois que ça va, tu sais faire. Donc oui, allez, c'est bon, on est parti, quoi. Ouais, j'essaie de dédramatiser un peu les maths. Et pour le coup, pour lutter contre les rapports de genre, on sait qu'il y a un problème avec la prise de parole féminine. Donc dans mes TP, j'essaie de très fort valoriser la prise de parole féminine et de pas toujours donner la parole aux mecs, quoi. Moi, c'est un truc de dingue, c'est pas compliqué. En stat, là, cette année, ils ont travaillé par binôme sur les travaux. L'année passée aussi, dans ta promo. Et en fait, c'est pas compliqué. Dès que j'arrive à une table pour les aider, si c'est un binôme mixte, c'est systématiquement le mec qui va prendre la parole pour dire ce qu'il a fait, quoi. Ou alors, le mec fout rien, en fait, dans le groupe, et je le sens très vite, et du coup, c'est la fille qui gère tout, quoi. Mais s'il y a plus ou moins travail égalitaire, c'est d'office le mec qui va prendre la parole. Donc ouais, mais c'est vrai qu'il faut forcer les profs, hein, et les profs doivent en fait prendre conscience du phénomène pour pouvoir changer la donne, quoi. Et valoriser la prise de parole féminine. Nous, ce qu'on voit, c'est que dans les premières années, on est quand même peut-être plus de filles que de garçons, et qu'au final, je pense que t'es la seule assistante que j'ai eue. Ok. Et je me demandais si toi, tu le remarquais aussi. Alors, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais je pense qu'on diplôme plus de femmes en master. Par contre, c'est vrai qu'on voit que la tendance s'inverse au niveau du doctorat, mais ça se creuse encore plus après. Et on est plus nombreux aussi à obtenir des bourses de doctorat. Donc, c'est-à-dire qu'on a quand même des dossiers qui sont vachement compétitifs à la sortie des études, quoi. Pour obtenir des bourses, on est bonne, quoi, finalement. Parce que les bourses FNRS, c'est quand même des critères vachement élitistes, quoi. Mais après, ça se corse parce que la recherche, on parlait, problème de vie privée, vie professionnelle, séparation des deux, en tout cas. Ça devient compliqué parce que après la thèse ou pendant la thèse, c'est le moment de fonder une famille, faire des enfants pour les femmes.
Et puis c'est plus du tout compatible avec la vie académique après. On nous demande de partir à l'étranger, de faire des post-docs, d'enchaîner des contrats super précaires. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont prêtes à faire ces sacrifices, quoi. On en parlait encore hier avec une collègue qui est partie vivre 9 ans en Angleterre. Alors c'est ok, son mec l'a suivi, ils ont fait leurs enfants là-bas et tout, mais ils ont accepté ces conditions, quoi. Ce que toutes les femmes sont pas prêtes à faire, et je pense qu'elles ont bien raison, et je trouve que les hommes devraient aussi refuser en fait ces conditions. C'est-à-dire, c'est pas normal de déraciner les gens comme ça, c'est pas normal que du coup les mecs puissent décider de partir, plaquer leur famille, machin, laisser tout le monde en plan, et que les femmes pour le coup elles aient un peu ce cas de conscience et dire bah non en fait je le fais pas. Donc oui, il y a peu de femmes qui s'engagent dans l'après-thèse en tout cas, mais je pense qu'au niveau du doctorat ouais, elles sont moins nombreuses à défendre aussi. Mais parce que la vie de famille commence... Enfin, les enfants, ça commence pendant la thèse, quoi. Pour beaucoup. Parce que la recherche, c'est un milieu de requins. J'ai envie de dire que pour celui qui veut faire de la recherche sans se jouer ce jeu-là, il faut y croire. Et il faut s'inventer des nouveaux moyens, je pense, de le faire. Le jeu en vaut tellement la chandelle, quoi. Et moi, je suis prête à me battre avec les étudiants qui veulent faire ça parce que... Je trouve ça génial, quoi. Je veux encourager à fond cette possibilité de faire de la recherche et d'être curieux, quoi. D'être payé pour être curieux, mais quel rêve. Ouais. Alors pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire à une future anthropologue ou sociologue en devenir, inquiète par rapport au terrain et au genre ? Je crois que le message principal c'est sentez-vous légitime déjà, il y a pas de si vous êtes curieux, vous êtes légitime pour explorer un terrain tout simplement et n'hésitez pas à utiliser les rapports de domination en fait, ils sont là, je dis pas qu'il faut pas lutter contre mais parfois on peut s'en servir et ça marche très bien. Merci beaucoup, c'était super intéressant de parler avec toi. Merci à vous pour votre invitation, ça me fait vraiment plaisir de venir parler de ça avec vous. Est-ce que tu aurais quelques recommandations de lecture ou est-ce que tu as pu des articles des chercheurs que tu as mentionnés tout à l'heure ? Je vais peut-être continuer dans cette histoire de légitimité parce que c'est quand même des questions que je me suis posées aussi parce que moi j'étais pas sociologue donc je me sentais pas légitime de faire de la sociologie. Et en fait, d'avoir lu Becker, Les ficelles du métier, ça m'a quand même... ça m'a décomplexée, en fait. Je me suis dit, mais oui, en fait, c'est pas un truc inaccessible, le terrain, comme tu disais tantôt, c'est pas un truc théorique, infernal, sur lequel on doit débattre pendant 1000 ans. Ben non, en fait, on peut juste y aller et voir ce qui se passe, et on fait de la socio, point, quoi. C'est limite le truc le plus basique qu'on fait tous quand on sort de chez nous, quoi. Donc, je dirais Les ficelles du métier, et... plus sociaux du travail, c'est le livre Enquêter sur le travail, qui lui permet d'appréhender plusieurs situations de travail, c'est-à-dire que moi j'ai étudié le travail ouvrier, mais en fait il y a les relations avec le patronat, etc. Et ça c'est des choses qui sont pas forcément beaucoup exploitées dans la recherche, on a l'impression qu'on a un angle d'attaque. Quand on étudie les ouvriers, du coup, on a la perspective de gauche quand même, les rapports de classe, etc. Et en fait... c'est bien parfois de s'ouvrir à d'autres choses, je trouve. Donc voilà, enquêter sur le travail. Et sinon, plus propre aux abattoirs, j'ai beaucoup aimé Every 12 Seconds de Timothy Pachira, qui est assez récent. Si je devais recommander 3 livres, ça serait ceux-là. Merci beaucoup. Merci à vous les filles. Voilà, on espère que ça vous a plu. C'était le premier épisode d'Anthropote, un podcast de Zoé Van der Straten et Célène Sinagowitz. Un grand merci à Alexandre Ergen pour le son et le montage, à Raquel Van Oost pour les illustrations et à Luna Friedman pour la musique.